All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Le juge président, bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, la situation République centrafricaine 2, affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Gaïssona, référence ICC 014 0118, et je vous rappelle que nous sommes en audience publique. Le juge président, merci beaucoup. Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'accusation. Monsieur Fondapouille. Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. L'accusation est aujourd'hui représentée par Olivia Struyven, Lucio Garcia, Hassim Mosfa et moi-même, Kweku Fondapouille. Le juge président, merci. Les représentants des victimes, Maître Massida. Maître Massida, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Pour les victimes des autres crimes, Monsieur Carnera Rojo, Monsieur Merwan Chifra et Madame Mouya Asso, et moi-même, Paulina Massida. Maître Seproun, dit le juge président. Maître Seproun, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, les anciens enfants soldats sont représentés par Taïsir Yotmani et moi-même, Dimitri Souproun. Le juge président, je me tourne vers la défense de Monsieur Yekatom. Maître Dimitri. Maître Dimitri, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Yekatom est présent dans le prétoire aujourd'hui. Il est représenté à ma gauche par Laurence Hortas-Laberge, Monsieur Florent Pagès-Granier, Monsieur Simon Ruel, le visiting professional, Monsieur Guillaume Suzuki, derrière moi Alexandra Baer, Narek Chapalian, Sabrine Baissat, à ma droite Yousra Lamkadam, à ma gauche Madame Antaguissé, à distance avec un décalage d'une demi-heure Régis Tanguay et moi-même Maître Dimitri. Le juge président, vous avez mentionné tout le monde? Je n'en étais pas sûr. Ah oui, c'est exact. Maître Prou, pour la défense de M. Gaïssona. Maître Prou, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, et bonjour à toutes et à tous dans le prétoire. M. Gaïssona est représenté par Madame Hélès Ferriou, Clémence Fontaine, Sorenza Bangaya et moi-même Marie-Hélène Prou. Et bien entendu, notre client est présent dans la salle d'audience. Le juge président, merci. Nous sommes ici pour entendre les déclarations liminaires de la défense de M. Yekatom. Et pour ce faire, je donne la défense à Maître Dimitri. Merci, Monsieur le Président, dit Maître Dimitri. Le juge président, en ce qui concerne les horaires, alors, dès lors que vous avez terminé un sujet et que nous approchons de 11 heures, nous prendrons la pause et nous poursuivrons après la pause café. Maître Dimitri, très bien, merci Monsieur le Président. Maître Dimitri, avant de commencer, nous allons afficher une présentation PowerPoint et je tiens à rassurer mes contradicteurs, le PowerPoint est confidentiel, ne sera pas montré au public. Par contre, ce que je dirai sera dit en audience publique. Pour ce qui est des vidéos, elles seront, quant à elles, montrées au public. Le juge président, très bien, je comprends. Allez-y. Maître Dimitri, rebonjour. J'ai donc le privilège et l'honneur de me présenter devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres de mon équipe, même ceux qui n'en font plus partie, qui ont travaillé d'arrache-pied pour enquêter, pour préparer la défense de M. Yekatom, pour passer au crible et remettre en question tous les éléments de preuve présentés par l'accusateur. Je n'aurais rien pu faire sans eux. L'équipe que vous avez vue au cours des 3 dernières années et les membres de l'équipe dont vous avez entendu le nom représentent tous les aspects de la défense de M. Yekatom. Au cours des prochaines heures, j'ai l'intention d'aborder la manière dont nous allons démontrer que même
en se penchant sur les enquêtes et les devoirs de diligence de base, en se penchant sur les éléments de preuve et en accordant une attention à celle-ci, la vérité est très différente de celle présentée par le procureur. Au cours de ma présentation, je vais vous parler des crimes commis par les civils non contrôlés. L'accusation, au cours du procès, vous a présenté une approche par trop simpliste, tentant de convaincre les juges que si un crime était commis dans une zone où M. Yekatom était présent, eh bien celui-ci était automatiquement responsable de ces crimes. Les éléments de preuve présentés par la défense porteront sur des crimes commis par des civils tout en gardant cet aspect à l'esprit. J'évoquerai également les limites des forces internationales et les crimes commis par certains membres des forces internationales comme la FOMAC qui ont une incidence sur ceux auxquels nous pouvons faire confiance pour restaurer la sécurité dans le pays, étant donné que ceux qui disposaient d'un mandat international pour le faire en ont été incapables. Au cours de la présentation de notre thèse, nous démontrerons par des éléments de preuve que le comportement de M. Yekatom, tel que décrit par l'accusation, n'a pas contribué au crime visé par les charges. Vous savez que la thèse de l'accusation contre M. Yekatom est faible, mais nous présenterons des preuves démontrant qu'il ne faisait pas partie d'un plan conjoint ou commun visant à violemment cibler la population civile musulmane comme allégué par l'accusation. La vérité est que, et vous avez déjà étendu des éléments de preuve à cet effet, que M. Yekatom, caporal en chef de l'armée centrale-africaine, a poursuivi ses devoirs pendant un certain temps, même sous le régime des Séléka, jusqu'à ce qu'il s'enfuit vers Songo, parce que lui aussi a été kidnappé, à l'instar d'autres Faka. Jusqu'à ce jour, les éléments de preuve ont démontré, et les preuves de la défense démontreront, qu'une fois que M. Yekatom est rentré dans son pays, son objectif était de défaire les Séléka. Il n'a pas ciblé la population civile musulmane, que ce soit sur l'axe PK9-Mbaïki ou à Boeing-Katan. M. Yekatom ne faisait pas partie d'un plan commun visant à prendre à partie violemment la population musulmane. Il n'existait pas de plan commun au sein du groupe de M. Yekatom. J'évoquerai également la question de la préfecture de la Lobaye et notamment l'axe PK9-Mbaïki ainsi que la réunion à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Mbaïki. Je vous donnerai une vue d'ensemble également des témoins de la défense qui témoigneront sur le message transmis par M. Yekatom à Mbaïki. Je parlerai également de la mosquée de Boeing. Et je rappellerai les éléments de preuve présentés par l'accusation sur la mosquée en les comparant aux témoignages que vous entendrez des deux principaux témoins de la défense au sujet de la mosquée de Boeing. Je parlerai ensuite du 5 décembre en parlant du quartier de Katan et des Séléka présents dans cette zone le 5 décembre. Ensuite, je passerai au marché de Boeing et plus particulièrement à la manière dont les éléments de preuve de la défense démontrent que les deux seuls témoins de l'accusation au sujet du marché de Boeing ont inventé de toutes pièces des éléments de preuve qui ont été fournis au juge de la Chambre. J'ai également l'intention de vous donner un aperçu de la thèse de la défense sur la charge 29 et de vous présenter une fois de plus la vérité, à savoir que M. Yekatom n'a pas enrôlé ou utilisé des enfants âgés de moins de 15 ans. En dépit de toutes les années d'avance dont dispose l'accusation et en dépit de toutes les preuves qu'ils ont présentées, ils ont fait preuve de négligence, n'ont pas fait preuve de diligence en ce qui concerne le chef 29. Ils n'ont pas tiré les enseignements des erreurs alarmantes commises dans l'affaire Lubanga. Ils ont délégué leurs activités d'enquête sans supervision digne de ce nom. Ils n'ont pas voulu tester leurs éléments de preuve et les témoignages et les éléments de preuve de la défense démontreront que nous devons d'évoquer la méconnaissance par le procureur de ses obligations statutaires. La thèse de la défense révélera que
des éléments de preuve ont été fabriqués de toutes pièces par un intermédiaire et un témoin de la défense, de l'accusation. Je parlerai également du contexte dans lequel les enquêtes de l'accusation ont été menées pour boucler le dossier contre M. Yekatom, car selon nous, c'est là que l'accusation se fourvoie dans sa thèse. Plutôt que de rectifier le tir dans le cadre de ces enquêtes, comme cela est requis de tout organe d'enquête et de poursuite, afin de prendre du recul et corriger les choses lorsque les éléments de preuve ne correspondaient pas à cette thèse, ils sont allés de l'avant, ils ont persévéré. Et c'est dans ce contexte que les erreurs se sont accumulées. Et c'est cela qui a façonné la thèse de la défense. Et les éléments de preuve que vous allez entendre lors des témoignages au cours des prochains mois étaient également disponibles pour l'accusation et ils auraient pu enquêter et tester ces éléments. Après 9 années d'enquête, l'accusation a clôturé son dossier contre M. Yekatom. Ils sont passés d'une audience de confirmation des charges avec de très nombreuses allégations à un procès où ces allégations n'ont jamais été étayées ou présentées. L'accusation a également fait des promesses aux juges de la Chambre lors de leurs propos liminaires, promesses qui n'ont jamais été tenues en termes de présentation des éléments de preuve. Dès le mois de mars 2013, l'accusation a attiré l'attention sur la situation en République centrafricaine en raison des crimes de masse et des attaques qui étaient commises. La situation particulière de la République centrafricaine, à partir du mois d'août 2012, a été renvoyée devant la Cour au mois de mai 2014 par la présidente Samba Panza. L'accusation a enquêté dès le mois de septembre 2014. C'est ce mois-ci que les enfants soldats allégués du groupe de M. Yekatom étaient formés par l'ESF à Mbaïki. L'accusation a même envoyé des enquêteurs pour participer au forum de Bangui en 2015. Ils étaient présents alors que les événements se déroulaient, à un stade extrêmement précoce. Et ils ont eu 9 années pour enquêter. Ils ont eu ce luxe. Dans un même temps, en ce qui concerne certains éléments de preuve présentés en cette affaire contre M. Yekatom, la défense, qui a disposé de beaucoup moins de temps et de beaucoup moins de ressources humaines, a été en mesure de faire preuve de diligence requise, ce qui a permis de remettre en cause le sérieux et la diligence des enquêtes de l'accusation. Il y a 10 jours de cela, cela a fait 5 ans que M. Yekatom est en détention. Alors que l'accusation a eu 9 années pour enquêter, bien qu'ils aient débuté leurs travaux dès le mois de septembre 2014, l'accusation n'était toujours pas prête lorsque M. Yekatom a été arrêté. Au mois de février 2019, l'accusation a demandé un court report pour remettre à plus tard le début des audiences. Et ils ont justifié cela sur la base de l'arrestation de M. Gaïsona. Il y a eu donc un premier report de la confirmation des charges de M. Yekatom en dépit des objections soulevées par la défense. Au mois de mai 2019, l'accusation a demandé un second report de la confirmation des charges, comme s'il n'avait déjà pas eu suffisamment de temps. Et cette fois, il se plaignait, et je cite, de la vitesse inattendue à laquelle le suspect a été arrêté. Ce sont eux qui ont fait une demande de mandat d'arrêt contre l'accusation et ils se plaignent que celui-ci a été arrêté beaucoup trop rapidement parce qu'il n'était pas prêt, en dépit de ce luxe dont il disposait, de ces nombreuses années d'enquête. L'accusation aurait dû finir ses enquêtes bien avant la confirmation des charges. Les juges de la Chambre l'ont rappelé à l'accusation, ainsi que la chambre préliminaire numéro 2. On doit donc se demander si la raison pour laquelle l'accusation a demandé plus de temps, ce ne serait pas pour cacher une certaine réalité, à savoir qu'il n'était pas en mesure de trouver de témoins
à l'appui des allégations qu'ils avaient l'intention de présenter devant la Chambre. Et ils avaient par conséquent besoin de plus de temps pour enquêter, car ils ne disposaient pas de témoins crédibles et fiables et d'éléments de preuve à l'appui de leurs allégations, de leur plan commun. 9 années d'enquête, Monsieur le Président, Messieurs les juges, avec un bureau du procureur qui dispose de nombreuses divisions, y compris des enquêteurs basés à Bangui et un bureau national au cœur de ces éléments de preuve. La thèse de la défense démontrera que les enquêteurs de l'accusation ont été bornés et portés des œillères. Ils ont ignoré des éléments de preuve à décharge. Ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations vis-à-vis de la défense à maintes reprises, en général parce qu'ils ne comprenaient pas les aspects matériels des éléments de preuve. Ils ont violé leurs obligations de divulgation des informations en la présente affaire pas moins de 12 fois. Et la décision rendue par la Chambre préliminaire numéro 2 la semaine dernière en ce qui concerne l'accès au matériel, aux éléments à décharge dans l'affaire Mocom est tout à fait révélatrice à cet égard. Lors de leur propos liminaire, l'accusation a déclaré que seule une condamnation systématique de ces crimes, ces abus, permettront de protéger la population civile. Ils n'appelaient pas à établir la vérité, ils appelaient à une condamnation systématique, une condamnation qu'ils appelaient de leur vœu, qu'ils les ont menés à avoir une vision en tunnel et qui les a guidés à travers le procès. Et nous allons vous démontrer comment, lors de la présentation de notre thèse de la défense aujourd'hui et par la suite. Nous allons maintenant revenir au commencement et expliquer comment la situation en République centrafricaine a été renvoyée devant la Cour. Comme je l'ai mentionné au début de mon exposé, le procureur de la CPI a fait une déclaration au mois de mars 2013, puis une autre au mois d'avril 2013, un mois après que la Séléka ait pris le pouvoir. L'accusation déclarait que le peuple de la République centrafricaine avait déjà trop souffert. L'accusation a attiré l'attention sur les meurtres de masse commis contre les civils par la Séléka. Les Nations unies ont également appelé au rétablissement de l'ordre et du droit à travers le pays pour protéger les civils des abus qui étaient commis. Vous avez entendu des témoignages sur les meurtres commis par des Séléka, incendiant des villages, tuant systématiquement des membres des FACA, les forces militaires centrafricaines. Vous avez entendu comment ils ont violé des femmes, pillé des communautés entières. Vous avez vu des photographies et des vidéos sur lesquelles des populations entières étaient cachées dans la brousse par crainte d'être assassinées ou torturées par les Séléka. Vous avez entendu comment M. Yekatom, caporal-chef des FACA, qui n'a reçu aucun traitement spécial de la part de Bozizé, a poursuivi son travail sous le régime des Séléka. Vous avez entendu des témoignages démontrant qu'à un stade, ils ont tenté de l'enlever, de le tuer, qu'il a pris la fuite et qu'il est ensuite revenu. Il est revenu en dépit du fait que tous les officiers de l'armée avaient pris la fuite. Des témoins vous ont dit qu'il était revenu pour défaire les Séléka. L'accusation lui reproche maintenant de nombreux modes de responsabilité pour des crimes commis contre la population musulmane dans les zones où se trouvait M. Yekatom. Je souhaite m'arrêter quelques instants et reconnaître la souffrance du peuple centrafricain, les chrétiens, les animistes et les musulmans. Au cours des quelques prochaines minutes, je vais m'exprimer en français parce que je souhaite dire quelques mots au sujet des gens qui ont vécu ces événements, qui ont souffert et qui nous écoutent depuis Bangui ou ailleurs en République centrafricaine. La population centrafricaine a vu des horreurs. Les Centrafricains ont tous perdu des êtres chers.
Ils ont vu devant leurs yeux des proches être massacrés. Leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères être violées. Leurs maisons s'envoler en flammes. Des crimes ont été commis de part et d'autre. Des crimes ont été commis par des gens, par des foules incontrôlables, par des anti-Balaka, par des chrétiens, par des musulmans, par des Sélékas, par des animistes et même par des forces de maintien de la paix. Mais aujourd'hui, c'est le procès de M. Yekatom, Alfred Rambo Yekatom. Aujourd'hui, c'est son procès et non le procès de tous les anti-Balaka, de tous les groupes d'autodéfense, de tous ces gens qui ont pris des armes. Et pourtant, le procureur l'accuse de tous les crimes commis dans Boeing, dans Catin, dans l'Obaï, sans identifier spécifiquement les responsables. Le procureur simplifie la crise centrafricaine en tentant de convaincre les juges que c'était anti-Balaka contre musulmans, Séléka contre chrétiens. C'est une vision bien simpliste d'une situation complexe. Et ce n'est pas rendre justice aux victimes que d'accuser et de condamner une personne qui n'est pas responsable de leur souffrance. Le procureur, tout au long du procès, blâme M. Yekatom, qui est assis derrière moi. Il l'accuse même lorsque des civils incontrôlés commettent des crimes contre les musulmans, même lorsque des jeunes s'autoproclament anti-Balaka et commettent des crimes contre les musulmans. M. Yekatom n'avait ni la responsabilité ni le contrôle de toutes les personnes qui n'ont pas pu contrôler leur colère et qui s'en sont pris aux musulmans. Pour chaque crime commis contre les civils musulmans, le procureur a le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, que M. Yekatom a la responsabilité de ce crime et l'intention de le commettre. Même les forces internationales étaient impuissantes face à la colère incontrôlée des non-musulmans, qui avaient vécu 9 mois de souffrance indescriptibles et inimaginables. Alors comment peut-on demander à un homme comme M. Yekatom de dissuader tous les individus qui se trouvaient dans les lieux où il était? Et entendez-moi bien, il ne s'agit pas ici de présenter M. Yekatom comme un sauveur. Et vous n'avez même pas à penser que M. Yekatom est un homme sympathique. Mais vous avez entendu la preuve à l'effet qu'il a quand même, à sa façon, tenté de dissuader les civils de commettre des crimes contre les musulmans. Et vous allez entendre des témoins de la défense vous décrire comment il a tenté de protéger les musulmans contre la hargne des civils. Et je vais maintenant revenir à l'anglais. The hatred of the La haine vis-à-vis de la population civile, le lynchage des civils musulmans par d'autres civils est le prochain sujet que je vais aborder. Et c'est un sujet qui revêt la plus haute importance. Dans la thèse de la défense, vous entendrez des éléments de preuve selon lesquels M. Yekatom ne faisait non seulement pas partie d'un plan commun visant à cibler les musulmans, mais qu'il est intervenu à maintes reprises pour stopper des gens avec lesquels il n'avait aucun lien, des civils en colère qui souhaitaient s'en prendre aux civils musulmans. La haine de la population civile s'est accrue. Elle a divisé les communautés. Le témoin de la défense, P5014, vous en parlera. Elle indiquera comment elle a dû se déguiser pour dissimuler sa foi. Vous comprendrez combien il est difficile pour une personne de nier sa propre culture, sa propre tradition, sa propre foi, en changeant
d'apparence to avoid being dans son attacked, propre pays pour ne pas être she will mention agressée. how neighbors threatened her because Elle of her faith, dira que des voisins l'ont menacée en raison de sa how Mr. confession. Yekatom saved her, Et elle vous dira and how he helped comment M. Yekatom l'a other sauvée Muslims as well. et comment il a également aidé d'autres musulmans. You have seen it on a number of Vous l'avez videos, vu sur un grand and nombre my de defense vidéos witnesses et will les témoins de la testify on some of défense them as well. As we ajouteront attempt to des show informations à chaos, ce sujet. Nous vous the montrerons hatred of the non-Muslim le civilian chaos, population. la And our haine defense witnesses de will la also population describe civile non musulmane. how the Nos uncontrolled témoins civilians démontreront également became comment ces towards civils the Muslim population. incontrôlés You heard former Prime Minister Chiang Kai s'en sont tell pris you à la that the population country musulmane. was in a situation that Vous was avez out of entendu control, l'ancien Premier ministre, M. Tiangai, vous and dire how, and I quote, que la situation dans le very pays était difficult hors it de was contrôle. Et je to cite have a handle of these people, qu'il était très difficile meaning the civilian d'établir un population. contrôle sur cette population, à savoir la population civile. You heard it from President Vous Samba avez Panza, entendu la présidente telling you there Samba was no Panza state, vous dire qu'il n'existait no pas d'État, justice, qu'il n'existait pas de no justice, army, qu'il n'existait pas it was d'armée, total chaos. que le pays était dans un chaos total. You heard Vous President avez Samba entendu Panza calling le président for her Samba FACA. Panza, She la needed présidente her Samba FACA. Panza appeler She needed l'aide law de and ces FACA. order. Elle avait besoin des FACA, elle avait besoin She fought against the Missouri de droits. Indians. She Elle a wanted lutté contre her les FACA mesures de and confiance. interior security forces to be armed. Elle souhaitait que ces FACA et ces forces de sécurité intérieures soient armées. Pourquoi? Parce que sinon, le chaos allait se poursuivre. Pourquoi? Parce que les forces internationales n'étaient pas en nombre suffisant, parce qu'elles ne pouvaient pas s'écarter des principaux axes routiers. Elles ne pouvaient pas se rendre à l'intérieur du pays. Et la Lobaï est au cœur du pays, vous vous en souviendrez. Elle a même dit que l'intérieur du pays était moins sécurisé. Lorsque l'accusation utilise les crimes commis dans un certain lieu où M. Yekatom ou son groupe se trouvait, ces éléments de preuve doivent être passés au crible. Vous vous souviendrez que l'accusation vous a montré lors de ses propos liminaires un court extrait vidéo en date du 7 décembre 2013, tourné dans un petit village entouré de maisons. Dans cette vidéo, vous entendez les gens dire « c'est notre pays et pas celui des musulmans ». On ne peut pas distinguer l'identité des gens qui s'expriment. Aucun élément de preuve n'a été présenté par l'accusation démontrant qu'ils étaient membres du groupe de M. Yekatom, ces gens qui ont parlé. La vidéo à l'écran, dans quelques instants, Monsieur le Président, Messieurs les juges, fait également partie de la thèse de la défense et des éléments de preuve que nous allons présenter. Nous devons garder à l'esprit que ces civils étaient incontrôlés. Une nation située au cœur même de l'Afrique, un cœur empoisonné par la haine et la violence religieuse. Aujourd'hui, les chrétiens pillent les magasins appartenant à des musulmans. Fin de citation. La resolución también permite imponer sanciones contra los líderes de los grupos a los que se acusa de perpetrar masacres y violar los derechos humanos. Este mismo martes, soldados de la misión de paz africana que opera en el país trasladaban a ex rebeldes de la coalición islamista Seleka. Los enfrentamientos entre las milicias musulmanas y cristianas han dejado miles de muertos y casi 1 millón de desplazados. La ONU calcula además que se necesitan al menos 10.000 cascos azules para garantizar la seguridad. Minimum de 10.000 casques bleus pour garantir la sécurité du pays. Les images que vous venez de voir devront rester à l'esprit en permanence lorsque l'accusation parle de crimes supposés dans les zones où se trouvait M. Yekatom. La situation à l'époque à Bangui, à l'intérieur du pays, était beaucoup plus complexe que de dire simplement que les auteurs doivent appartenir au groupe de M. Yekatom parce que le crime a été perpétré dans la Lobaï, à Boeing ou à Kata. Chaque incident évoqué par l'accusation
qui a mené à la peur et au déplacement des musulmans doit être analysée avec précision. La défense devra démonter chaque accusation. Ne doit pas démonter chaque accusation. C'est l'accusation qui a la charge de la preuve. L'accusation entend accuser les hommes de Yekatom ou Yekatom lui-même pour tous les crimes supposés dans la zone de Lobaye ou du Boeing. Mais si un crime était survenu dans la Lobaye, ça doit être un homme de Yekatom. Mais cette approche ignore la réalité du terrain. Cette approche fait fi des vidéos que l'on vient de voir. La violence étendue contre les civils musulmans par la population ne peut pas être ignorée. Et en plus de cela, et c'est également ce que démontrera la défense, des petits groupes d'anti-Balaka partout, dans tout le pays, étaient présents, comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo que nous allons projeter à l'instant. Voilà. Si démissionne, on va déposer les Balaka. Non, voilà. There were various anti-Balaka groups. Il y avait plusieurs groupes anti-Balaka qui n'avaient rien à voir, aucun lien, pas le moindre, avec M. Yekatom. Le témoin de la défense 1989 témoignera également de la présence d'un groupe anti-Balaka différent provenant d'une autre région et commettant des crimes dans la Lobaye. Tous ces inconnus, tous ces auteurs non identifiés qui commettent des crimes contre les populations musulmanes devraient être suffisants pour supposer un doute raisonnable lorsque on parle de la responsabilité supposée prétendue par l'accusation du contrôle de M. Yekatom sur ces régions. Parce que la réalité à l'époque, c'est que le chaos ne permettait aucun contrôle. Il s'agissait d'une situation de crise. Nous présenterons une vidéo du décembre 2013 qui est dans notre liste des éléments de la défense et qui montre ce que beaucoup de témoins ont déjà dit jusqu'à présent et qui étaye également ce que diront les témoins de la défense. L'impuissance des gendarmes en nombre limité à Bangui faisant face à une population non musulmane tellement hors de contrôle qu'ils n'avaient pas même peur des éventuelles conséquences du fait de commettre un crime sous les yeux de la police, comme vous pourrez le voir dans la vidéo que vous aurez à l'écran à l'instant. Nouveau mouvement de foule. Deux musulmans habillés en blanc qui passaient à moto sont pris à partie. Des gendarmes centrafricains s'interposent pour empêcher un lynchage. Et n'oublions pas une autre réalité importante qui a également eu un rôle dans la souffrance des peuples centrafricains. Le fait que certaines des forces internationales qui avaient mandat pour ramener la paix et la sécurité dans le pays faisaient en réalité exactement l'inverse, comme on peut le voir dans la vidéo qui arrive et qui fait également partie de la liste des éléments de la défense. Stop. He shot his own man, I think.
Il a tué Fomax Tchadien qui a tué tout le monde ici à Bangui. Il dit que ici au Gobongo, il va tuer tout le monde ici. Le Fomax Tchadien qui a fait ça. Le Fomax Tchadien. Ça fait même pas marcher. Il y a quoi ça moi? You saw the FOMAC. Vous avez vu les FOMAC semant le chaos, tuant des civils, suscitant la peur et le désespoir. Comment peut-on demander à quelqu'un dans ce contexte-là d'accepter que seules les forces internationales peuvent être armées, puisque ce sont celles qui disposent du mandat pour amener la paix et la sécurité? Comment accuser quelqu'un comme M. Yekatom d'avoir gardé ses équipements militaires des FACA? Et la défense expliquera les raisons sous-jacentes, le manque de désarmement. Président, Monsieur Van Der Putte, de fait, c'est le moment de Maître Dimitri. Je ne veux pas d'interruption. Le procureur, oui. Monsieur le Président, c'est juste pour prendre bonne note de votre mail, accusé réception de votre mail. Juge président, oui, d'accord, on a vu. Je ne vois pourtant aucune raison d'interrompre Maître Dimitri. C'est votre moment, Maître Dimitri. Vous avez donc la parole, je vous en prie. Maître Dimitri, merci, Monsieur le Président, j'apprécie. Pourquoi a-t-il gardé ses équipements? Il voulait libérer le pays des mercenaires de la Seleka. Vous avez entendu le témoin de l'accusation 1839 qui disait que et donc, au cours de l'exposé de la thèse de la défense, vous entendrez et vous verrez qu'à travers ses tentatives de rétablir l'ordre, il a essayé de protéger les civils. Il est allé dans la Lobaye et il a rétabli les points de contrôle qui existaient auparavant. Il a essayé de faire venir les gendarmes et de rétablir l'ordre pour assurer la sécurité des populations. Ce que les Nations Unies avaient demandé dès avril 2013. La loi et l'ordre, lorsque la présidente Samba Panza n'a pas pu le faire, puisque la communauté internationale l'a limité, la contrôlait. Vous entendrez la déposition du témoin de la défense 5015 qui expliquera comment l'intention de M. Yekatom était de ramener la paix et la sécurité. Le témoin de la défense 5015 expliquera comment certaines forces internationales, comme la MISCA, ont envoyé M. Yekatom dans des petits villages pour assumer leur propre mandat de ramener la paix et la sécurité, parce qu'elles ne pouvaient pas le faire elles-mêmes. Est-ce que l'accusation l'a compris? Non. Non, parce qu'ils ont ignoré les preuves à décharge dès le départ. Il parlait de ce plan commun accusant M. Yekatom, à travers une contribution essentielle, d'avoir ordonné à ces éléments de perpétrer les crimes supposés et de les former, les équiper, les structurer. Mais souvenez-vous de ce qu'a dit la présidente Samba Panza, le pays ne peut pas vivre sans son armée. Donc il n'y avait pas de plan commun de M. Yekatom pour cibler les musulmans civils. Donc on ne peut pas l'accuser de former, rassembler et équiper ces éléments lorsque son objectif, vous l'entendrez de la thèse de la défense, c'était d'expulser les Seleka et les mercenaires et d'essayer de ramener la paix et la sécurité pour les civils. Et c'est ce même M. Yekatom, équipé, entraîné, qui a sauvé le témoin de la défense 5014 et sa famille du lynchage. Vous entendrez, Monsieur le Président, Messieurs les juges,
le témoin de la défense 5014 qui confirmera que dès décembre 2013, M. Yekatom disait aux personnes hors de contrôle de ne pas nuire aux populations musulmanes. Elle décrira comment elle avait tellement peur des non-musulmans qui étaient prêts à lyncher tout musulman qu'ils rencontreraient. Mais l'accusation continue d'insister en disant que M. Yekatom faisait partie d'un plan commun pour s'en prendre violemment à la population musulmane, que M. Yekatom et que certains membres de son groupe ont participé à un plan ou à un accord pour cibler violemment les populations musulmanes à Bangui et dans le Lobaye. La défense montrera non seulement que M. Yekatom n'a pas épousé ou participé à ce type de plan, mais que ce type de plan n'existait même pas. Messieurs les juges, vous avez déjà vu des éléments de preuve contraires d'une série de témoins de l'accusation, mais vous en entendrez davantage de la bouche des témoins de la défense. Je ne peux pas parler de plan commun sans dire quelques mots de Maxime Mokom, dont les charges ont été abandonnées par l'accusation. Maxime Mokom, qui selon l'accusation était subordonné à ce procès parce que lui et M. Yekatom étaient censés être partie du même plan. L'accusation disait que M. Yekatom a pris des armes de Maxime Mokom à Zongo. Cette partie de la thèse de l'accusation s'est effondrée. Au cours de la présentation des éléments de l'accusation, il n'avait aucun élément du tout pour penser que M. Yekatom a pu obtenir des armes et des munitions de son oncle Maxime Mokom, de M. Mokom, pardon, à Zongo. Pas plus qu'il est allé chercher des munitions à Zongo de Maxime Mokom. Vous vous souviendrez également d'un cahier sur lequel l'accusation s'est appuyée pour soutenir les liens entre M. Mokom et M. Yekatom. Le répertoire que vous avez sous les yeux, messieurs les juges, contient le nom de M. Yekatom et un numéro de téléphone à ses côtés. Et la défense montrera que ce numéro de téléphone n'appartenait pas à l'époque à M. Yekatom. Il appartenait à Marius Eina, comme vous pourrez le voir, cet élément de la défense en haut à droite de votre écran. Et Marius Eina est un élément de M. Basile Mbomon. Cet élément de la défense qui est sur vos écrans en haut vient de la compagnie téléphone Orange. Ça a été facile à obtenir. Notre équipe a simplement envoyé une demande de coopération à la République centrafricaine pour demander quel était le propriétaire de ce numéro de téléphone à l'époque. Et ils ont répondu. L'accusation aurait pu faire la même chose. Dès le départ, l'accusation s'appuyait sur des éléments de preuve de télécommunication dans cette affaire, avec une série d'appels et de numéros de téléphone annexés à leurs éléments. Ils ont envoyé des demandes de coopération pour obtenir des numéros de téléphone, des données de téléphone, des appels téléphoniques ou demander sous quel nom certains propriétaires de téléphone étaient enregistrés. Comment ont-ils pu négliger de vérifier celui-ci? Un répertoire censé appartenir à Maxime Mokom, contre qui ils ont émis un mandat d'arrêt. Dans ce répertoire, un numéro de téléphone censément appartenant à M. Yekatom, contre qui également ils ont demandé une demande de mandat d'arrêt. Un pas fondamental lorsqu'on envoie toutes ces demandes d'information pour obtenir un numéro où son propriétaire aurait été de mettre à l'épreuve cet élément-là de preuve.
L'accusation n'a pas non plus montré les liens entre le plan commun stratégique et le plan commun opérationnel. Ils vous ont promis un certain nombre de témoins qui nous expliqueraient comment M. Yekatom a participé à des réunions de haut niveau avec la coordination nationale anti-Balaka. Ils avaient prétendu que dès le départ, il y avait un seul et unique groupe anti-Balaka. Vous avez entendu les dépositions, vous avez entendu les témoignages. Ils se trompaient, comme beaucoup de témoins l'ont montré, l'ont dit, ce n'était pas le cas. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Maintenant que la parenthèse, M. Mokom, est close, revenons-en à la non-existence d'un plan commun contre les musulmans. Pendant la période correspondant aux charges, M. Yekatom s'est exprimé contre la violence, publiquement, la violence contre les populations. Vous vous souviendrez de la déposition du témoin de l'accusation 1595 qui a expliqué précisément tout seul comment, au cours de son processus de familiarisation, alors qu'il relisait sa déclaration, il a rajouté une phrase de M. Yekatom qui disait « On ne doit toucher à aucun musulman, ni à aucun imam. » Et d'après lui, M. Yekatom avait prononcé cette phrase. Il a ajouté que M. Yekatom avait déclaré pendant la réunion de Baïki, et je cite, « M. Yekatom est venu contre M. Jotodia et ses éléments, et puisqu'ils étaient partis, depuis, il ne ferait de mal à personne. » Fin de citation. Il a continué et dire que toujours à cette réunion de Shenzhen Dark, M. Yekatom a commencé par dire « Vous, les musulmans je n'ai aucun problème avec vous. Lorsque j'étais jeune, les musulmans se sont occupés de moi et m'ont éduqué. J'ai des problèmes uniquement avec Jotodia, mais il est déjà parti. » Un autre témoin de l'accusation, 2041, a rajouté à propos de M. Yekatom, pour combattre les musulmans, ni pour détruire les mosquées, ni pour s'en prendre aux biens de personnes. Vous avez vu les éléments, vous avez entendu ces éléments de personnes de l'intérieur. 1839, par exemple, témoin de l'accusation. Monsieur Yekatom était précis, ne pas tuer les civils musulmans quand ils n'étaient pas armés. Il était contre les Séléka et pas contre les civils musulmans. La thèse de l'accusation était que quand Monsieur Yekatom a avancé vers le long de l'axe Mbaïki, il a rétabli des points de contrôle pour contrôler les mouvements et cibler les civils musulmans. Eh bien, vous entendrez des témoins de la défense que Monsieur Yekatom n'est pas venu dans la Lobaye pour nuire aux imams, aux civils musulmans. Il est venu pour chasser la Séléka. Et avant de décrire les témoins de la défense qui viendront et témoigneront sur l'axe PK9 Mbaïki, permettez-moi de rappeler à messieurs les juges que nous avons déjà entendu cela de certains témoins de l'accusation, parmi lesquels 6 civils musulmans qui sont venus témoigner eux-mêmes des intentions et des objectifs de M. Yekatom. Beaucoup d'entre eux ont parlé de la réunion de Shenzhen Dark, qui est mon prochain sujet. Beaucoup d'entre eux ont parlé des messages qu'a délivré M. Yekatom, comment il a appelé à la protection des civils musulmans ou pas. Et voici ce qu'a dit l'accusation pendant leurs propres propos liminaires sur ce message-là. M. Yekatom n'était pas sincère. Ce message était creux, était vide. Ces mots étaient une imposture. De tous les témoins de l'accusation que l'on nous a promis, personne, aucun d'entre eux, n'a fait d'affirmation de ce type. Même 12 témoins de l'accusation ont témoigné de cette réunion à Shenzhen Dark. La moitié d'entre eux, au moins, étaient des musulmans. Et voici ce qu'ils ont dit. Que l'objectif de la réunion était de s'organiser afin de protéger les musulmans et les populations chrétiennes également, l'ensemble de la population. Et ce n'est pas simplement
à travers ses paroles, mais également son attitude, qui avait un effet positif concret. Certains témoins de l'accusation ont dit qu'après les discours de M. Yekatom, il y avait de la paix, il y avait le calme. Et s'il n'avait pas prononcé ce discours, il ne fait peu de doute que le conflit aurait été bien plus complexe. Et l'accusation, non seulement n'a fait venir aucun témoin pour dire que ce message de M. Yekatom était creux et insincère, mais il y a même un témoin qui a témoigné qu'en privé, M. Yekatom se souciait vraiment des musulmans. Le témoin de l'accusation 2354 lui a dit que M. Yekatom lui a dit qu'il ne devrait pas quitter le pays, il ne devrait pas partir en exil. Puisque l'accusation a fait venir beaucoup de musulmans qui ont confirmé les intentions réelles de M. Yekatom de ne pas faire mal aux populations musulmanes, nous présenterons à la Chambre d'autres éléments clés, un autre personnage clé de la Loubaï, pour expliquer toutes les circonstances autour de l'évacuation des populations musulmanes d'Mbaïki le 6 février 2014. Et pour démontrer à la Chambre comment une partie importante de l'histoire d'Mbaïki n'apparaissait pas dans le discours de l'accusation. Et je souhaite pour cela revenir en arrière dans le temps, revenir au mandat d'arrêt contre M. Yekatom, même si l'accusation n'a jamais convenu, n'a jamais accepté de partager avec la défense la demande de mandat d'arrêt contre M. Yekatom, une première dans l'histoire de la CPI. Nous savons pourtant que la demande de 2018 de mandat d'arrêt intégrait une référence à la réunion d'Mbaïki à la fin du mois de janvier 2014 avec l'évêque Rino. En fait, l'accusation a eu vent de l'existence de ce qui allait être un personnage clé d'Mbaïki, l'évêque Rino, dès la moitié de 2017. Pas moins d'11 témoins de l'accusation ont mentionné Rino d'une manière ou d'une autre dans leurs déclarations. 10 de ces déclarations de témoins de l'accusation, que vous voyez désormais à l'écran, ont mentionné le rôle de Rino dans la réunion d'Mbaïki. Donc personne ne peut ignorer que Rino était un personnage religieux important à Mbaïki et qu'il faisait partie, ou qu'il a participé plutôt, de la soi-disant réunion du 30 janvier 2014 où l'évacuation des populations musulmanes d'Mbaïki allait être débattue et qui fait également partie des charges contre M. Yekatom, des charges de déplacement et de transfert forcé. Indépendamment et malgré 9 années d'investigation, la toute première fois que l'accusation demande à rencontrer Rino, c'est quand la défense annonce qu'elle va l'utiliser comme témoin de la défense dans sa liste préliminaire. Nous nous soucions de la vérité. Nous souhaitons que vous entendiez de témoins qui étaient présents à l'époque la situation. Donc nous entendrons Rino dans moins de 2 semaines. Il décrira les propos et les comportements de M. Yekatom et la collaboration de M. Yekatom avec la MISCA. Il expliquera comment, lorsque les Sélékas sont partis, les populations non musulmanes l'ont considéré comme une opportunité de revanche. Il expliquera et il témoignera que les populations musulmanes ont convergé vers Mbaïki, craignant ce qui allait se passer au départ des Sélékas et comment ils avaient peur d'essayer que les gens essaient de se venger. L'évêque Rino parlera de la réunion du 30 janvier où M. Yekatom s'est présenté comme un caporal-chef et a déclaré qu'il n'était pas un anti-Balaka. M. Yekatom a exprimé qu'il travaillait pour protéger tout le monde et pas une communauté en particulier et qu'il n'avait aucun ressentiment contre la communauté musulmane. Il décrira également que des voyous présents à Mbaïki menaçaient la paix et la sécurité et comment il a demandé à M. Yekatom d'aller parler en public pour ramener l'ordre dans la ville.
Vous entendrez également un autre personnage clé de la région de Lobai, le témoin de la défense 5013, qui faisait partie du Conseil des réfugiés danois, DRC. Ce DRC a également été mentionné par plusieurs témoins de l'accusation. Le rôle clé du Conseil des réfugiés danois dans la Lobai, et en particulier à Mbaïki, a été souligné par le préfet de la Lobai, Alexandre Korupé-Awo, dans une vidéo contemporaine que vous allez avoir sur vos écrans. Et avant que vous l'entendiez parler des DRC et de leur rôle dans la Lobai et dans les réunions de sécurité, rappelez-vous que l'accusation disposait de cette vidéo depuis 2016. Une tentative de réconciliation au point d'être célébrée entre les Séléka et les anti-Balaka venus de Bangui, préparée la main dans la main par le HCR, le DRC, la plateforme interreligieuse et le préfet, a été transformée en réunion de sécurité le 30 janvier 2014. Il parle de la réunion du 30 janvier et du rôle du DRC. Le témoin de la défense 5013 faisait partie du groupe de protection du DRC. Si l'accusation a été rigoureuse, elle aurait pu la rencontrer pour voir quels étaient ses souvenirs de la situation à Mbaïki et à Lobai. De fait, messieurs les juges, ils l'ont rencontré dès novembre 2016, mais ne lui ont posé aucune question à propos des crimes que l'on reproche à M. Yekatom. Quoi qu'il en soit, elle fait partie des témoins de la défense que nous entendons présenter, et elle expliquera la réunion à l'église Saint-Jean d'Arc d'Mbaïki, et plus particulièrement comment elle a demandé à M. Yekatom d'aller s'adresser aux populations locales à l'extérieur de l'église pour les calmer, parce qu'il n'y avait aucune autorité de l'État qui serait capable de le faire. Elle reprendra les mots de M. Yekatom, qui s'est adressé à la foule en disant qu'il ne devrait pas être là, puisque c'était une question pour les militaires, qui devraient retourner au travail dans les champs ou dans les écoles. Alors que l'accusation essaie encore de vous convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Yekatom est pénalement responsable du déplacement de la majorité de la population musulmane des villages de l'axe PK9 Mbaïki, en particulier en les menaçant ou en harcelant les musulmans de la région, nous présenterons des éléments qui montrent que M. Yekatom ne les menaçait pas ou ne les harcelait pas. M. Yekatom était en fait en train d'essayer de les sauver et de les protéger de gens déjà présents à Mbaïki. L'accusation prétend que Freddy Wanjo, Cœur de Lion, était un membre de ce supposé plan commun. Vous vous souviendrez de la déposition du témoin de l'accusation 1962, cité également par l'accusation pendant leur propos liminaire, qui disait la chose suivante à propos de ce témoin de l'accusation. Je le cite. Cœur de Lion n'a jamais caché le fait qu'il souhaitait chasser les musulmans. Je l'ai entendu dire cela. Il ajoutait, Cœur de Lion avait chassé les musulmans de PK9 jusqu'à Mbaïki et tout le long de la route jusqu'à Boda. Ce même témoin de l'accusation, en 1962, a déclaré qu'il avait eu cette information lorsqu'il avait accompagné Cœur de Lion et un certain nombre de ses éléments dans leur voyage d'Mbaïki à Boda pour se joindre au combat au mois de février 2014. La défense pense que le témoin de l'accusation 1962 a fabriqué ce récit. Il n'a jamais participé à ce voyage à Boda et que donc il n'a jamais entendu Cœur de Lion ou ses éléments dire quoi que ce soit de la sorte.
Ce devait être suffisamment clair du dossier, par exemple, tel qu'il est actuellement, par exemple, du fait qu'il n'a pas été en mesure de reconnaître Cœur de Lion lorsqu'on lui a montré une photo pendant sa déposition, ou de la déposition de 2 témoins de l'accusation qui étaient dans ce voyage à Boda, le témoin de l'accusation 1786 et 1647. Mais je ne rentrerai pas dans les détails à ce stade. Lors de la présentation de nos arguments, nous demanderons des témoignages supplémentaires pour prouver que le témoin a fabriqué ce récit, le témoin de 1962. Vous vous souviendrez que lorsque 1962 a fait référence à une personne qui était impliquée dans les rassemblements de la FACA de Boda à Bangui. L'objectif étant de les faire revenir à Boda pour défendre la ville, et que cette réunion a été organisée à cet effet la veille de leur voyage de Mbaïki d'abord et ensuite à Boda avec Cœur de Lion et ses éléments. Nous avons rencontré la personne en question et il s'agit du témoin de la défense 3014. Et nous voulons nous baser sur sa déclaration de témoin dans le cadre de la présentation de nos arguments. Et dans sa déclaration, il a réfuté plusieurs éléments clés du témoin 1962 de l'accusation concernant l'organisation de ce voyage à Boda. Et le témoin de la défense 3014 contredit d'autres falsifications du 1962. Par exemple, sa revendication selon laquelle il a travaillé avec M. Yekatom autour de Boda, ou lorsqu'il dit qu'il a grandi avec M. Yekatom à Boda, qui sont tous des mensonges périphériques qui ont été donnés à l'accusation pour embellir sa déclaration à des fins de relocation, niant ainsi le fait qu'il connaissait bien M. Yekatom et pour donner crédibilité à ses revendications. Et là encore, le témoin de la défense 3014 n'a pas été difficile à trouver, comme les témoins de l'accusation 1962, qui a dit à l'accusation qu'il était une personnalité publique. Là encore, nous disons que l'accusation ne souhaitait tout simplement pas tester ces éléments de preuve. Même avec ses propres témoins de l'intérieur, le P1647 et P1786, qu'il le savait, faisaient partie de ce voyage à Boda, auquel le témoin P1962 dit avoir participé. Nous avons expliqué comment l'accusation, après 9 années d'enquête, n'a pas entendu parler de témoins comme par exemple le témoin de la défense 5015, 5013 ou 3014. Nous disons que le même schéma apparaît et a été utilisé pour l'attaque du 5 décembre à Bangui et la mosquée de Boeing. Ce sera mon point suivant. La déclaration du témoin de l'accusation 1339 était un élément important des propos liminaires de l'accusation contre M. Yekatom. L'accusation a cité et dit que le témoin de l'accusation 1339 viendrait témoigner pour dire, et je cite, « Nous avons utilisé des grenades et des roquettes pour détruire les murs de la mosquée. Nous avons incendié le toit en utilisant du gasoil et des allumettes. J'ai vu des gens portant des bidons de gasoline qui étaient amenés à Boeing. » Un témoin devait témoigner sur ce point. Un seul. Au bout de 9 années d'enquête et un seul témoin. Et je voudrais revenir sur un point que j'ai déjà mentionné parce que c'est un point important. Et souvenez-vous, l'accusation a demandé davantage de temps avant l'audience de confirmation des charges. Ils l'ont obtenu à 2 reprises et n'ont néanmoins pas réussi à faire venir un seul témoin pouvant corroborer
ce que le témoin P1339 disait, parce qu'il avait menti sur ce point. Non pas parce que l'accusation n'avait pas suffisamment de temps pour faire venir des témoins et corroborer ses dires, non pas parce que personne n'avait été témoin de la destruction de la mosquée et de la façon dont elle avait été détruite, parce que nous, notre équipe de la défense a trouvé des gens qui ont vu et assisté à la destruction de la mosquée, et ce sont les témoins de la défense P4011 et P4013. L'accusation est même allée dans la région là où se trouvait la mosquée, et ce dès l'année 2016, il y a 7 ans, et a même noté les coordonnées GPS, comme vous pouvez le voir ici sur l'image qui apparaît sur votre écran. Et là encore, ils y sont retournés en 2020 avec le témoin de l'accusation P1528, et là encore ont relevé les coordonnées GPS, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et cette fois-ci, ils ont même pris une petite vidéo que vous pouvez voir ici sur votre écran à droite. Certains de nos témoins de la défense pourront témoigner par rapport à cette vidéo. L'accusation était sur place, sur le terrain, à quelques mètres, près de plusieurs maisons de personnes qui vivaient près de la mosquée. Vous pouvez voir sur cette vidéo la zone résidentielle qui entoure la mosquée. L'accusation avait le temps, avait les possibilités, les moyens, et était sur place. Et ils n'ont jamais été à même de ramener un seul témoin pour corroborer les dires de leur témoin de l'intérieur, le P1339, qui avait décrit cette destruction horrible de la mosquée qui aurait assisté à l'incendie de cette mosquée. Même les images satellites ne viennent pas corroborer ce récit. Vous avez entendu l'expert en satellite qui a répondu en disant, et je le cite, « Je m'attendrais à ce qu'il y ait plus de débris visibles s'il y avait eu des explosifs utilisés. Et on ne verrait pas le toit parti à 100%. » Mais la défense s'est rendue sur place. Ce n'est pas loin, c'est à côté de l'aéroport. J'y suis allée. Monsieur Changai y est allé. Et nous avons fait le tour à pied. Nous avons fait l'essentiel. Nous avons rencontré les voisins directs de la mosquée. Et qu'est-ce qu'ils vous diront? Qu'elle a été détruite manuellement, que c'est la population, ce n'est pas Monsieur Yekatom, c'est la population qui l'a pillée, a enlevé les clous, le toit en métal. Il n'y avait pas de roquette, pas d'incendie, et elle n'a pas été incendiée. Donc vous entendrez la description de la destruction par les témoins de la défense 4011 et P4013. Ils n'ont pas vu de roquette et ils n'ont pas vu la mosquée brûler parce que cela ne s'est jamais produit. Et c'est la raison pour laquelle le témoin de l'accusation P1339 et ses dires n'ont jamais été corroborés. Et c'est la raison pour laquelle le récit du témoin P1339 n'est pas cohérent avec les récits des témoins de la défense P4011 et P4013. Mais n'oubliez pas, le témoignage du témoin de la défense est cohérent avec celui des témoins de l'accusation P2682 et P0884 qui ont également indiqué que les briques ont été enlevées une par une et que le toit a été enlevé à la main. Pas de roquette. Et lorsque vous entendez le témoignage des témoins de la défense 4011 et 4013, vous comprendrez à ce moment-là pourquoi
L'expert de l'accusation a indiqué que ce qu'il a vu sur l'imagerie satellite n'était pas cohérent avec une requête 40. On n'aurait pas pu à ce moment-là voir tout un toit disparu. Et les témoins de la défense P4011 et 4013 expliqueront comment le toit a été enlevé et vous comprendrez pourquoi il ne restait pas de débris du toit et que l'on ne pouvait rien voir sur l'imagerie satellite. Et pourquoi, sur cette imagerie satellite, le toit était totalement parti. Parce que les témoins de la défense vous expliqueront dans le détail comment la population locale avait enlevé ce toit de ses propres mains en arrachant les clous et non pas avec des roquettes. L'accusation a également ignoré un autre élément important du matériel, des éléments à décharge, des vidéos contemporaines en possession de l'accusation et qui décrivent les premiers moments du 5 décembre. L'attaque du 5 décembre, que vous ont-ils dit? Que M. Yekatom était responsable, qu'il avait déplacé la population de Boeing et de Qatar vers le PK5. Donc nous avions remarqué qu'un certain témoin de l'accusation avait des vidéos du 5 décembre. Donc nous les avons demandées. Car l'événement principal ici est celui de l'attaque du 5 décembre. Donc le moins que l'on puisse faire serait de regarder ces vidéos. Donc nous les avons demandées. L'accusation a d'abord dit que cela ne suivait pas la règle, que cela ne tombait pas sous la règle du 76. Et ensuite, ils ont dit que ce n'était pas pertinent. Donc nous avons négocié pendant 8 mois. Et il nous a été dit que cette vidéo faisait partie d'un processus de révision, mais qu'elle était considérée comme non pertinente. Mais enfin, après avoir beaucoup insisté, nous avons fini par les obtenir. Regardons maintenant ces vidéos que l'accusation ne voulait pas divulguer pendant des mois, alors que M. Yekatom était suspecté de crimes commis à Qatar et Boeing. Le juge président, M. Van der Poel. Monsieur Van der Poel. Monsieur le Président, il y a un champ établi et normal pour les propos liminaires et je suis resté silencieux à écouter des arguments sur les faits, sur les processus de divulgation, même maintenant, et je demanderai à la Cour de conseiller au Conseil de s'en tenir au champ d'application de ces déclarations liminaires, c'est-à-dire les éléments de preuve que la défense entend présenter en réponse aux éléments de l'accusation. Le président, oui, merci, Monsieur Van der Poel. La Chambre est consciente de l'objectif de cette propos liminaire. La situation ici, nous avons déjà entendu les arguments de l'accusation et c'est une situation qui ne se compare pas avec les déclarations liminaires faites au début. Maître Dimitri, de manière constante, avance et mentionne les témoins qu'elle va nous présenter et bien entendu, elle va présenter cela par rapport à un contexte de ce qui s'est déjà passé. Donc c'est dans la nature même des événements. Le Conseil de la défense n'est pas très gentil envers l'accusation, mais cela fait partie également du jeu. Et je comprends parfaitement que vous n'appréciez pas cela. Et peut-être que, Madame Maître Dimitri, vous pourriez être un petit peu plus, aller plus dans la suavité. Mais ceci, néanmoins, s'inscrit dans le cadre de déclarations liminaires à ce stade spécifique de l'affaire. Donc, n'oublions pas. Et ceci vaut pour tout le monde, y compris pour le public, que les propos liminaires ne sont pas des témoignages et qu'ils ne font pas oublier cela. Les témoignages de la défense, les éléments portés par la défense seront présentés au moment voulu. Et sur ce, Maître Dimitri, vous pouvez poursuivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, regardons ces vidéos qui figurent sur la liste des éléments de preuve de la défense et que l'accusation n'a pas divulgué pendant des mois, alors que M. Yekatom était soupçonné de crimes commis
à Catin et Boeing le 5 décembre. Et avant de regarder ces vidéos, il y a une raison pour laquelle nous les faisons figurer sur notre liste d'éléments de preuve, parce qu'après les avoir obtenus, après le premier processus de révision, il nous est apparu clairement qu'ils étaient totalement pertinents par rapport à cette affaire, parce qu'ils montraient les Séléka le 5 décembre dans le voisinage de Catin. Donc regardons cela en gardant à l'esprit que le fait que M. Yekatom est accusé du déplacement de la population musulmane dans le quartier que nous allons voir sur ces vidéos le 5 décembre. Moral, moral, moral! Moral! Aïe! On va nettoyer propre! Moral! Donc voilà ce que ces vidéos montraient. Les Séléka à Bangui et ou à Catin, tirant au hasard sur tout ce qui bougeait. Il est clair que l'accusation n'a pas compris ce qui se passait réellement à Boeing et Catin ce jour-là, même s'il était évident en regardant les images que vous avez à l'écran qu'il s'agissait là du quartier de Catin. Et le fait que l'accusation n'ait pas reconnu ces vidéos comme étant pertinentes ou comme des éléments à décharge montre le degré dans lequel l'accusation n'a pas vraiment compris la réalité sur le terrain pendant les crises et les événements dont M. Yekatom est accusé. Le témoin de la défense P4011 viendra expliquer comment ces tueries de porte en porte faites par les Séléka les ont amenés à fuir. Les témoins de la défense témoigneront sur ce que faisaient les Séléka, amenant les civils à prendre la fuite. Vous avez déjà entendu une partie de cela dans les arguments de l'accusation, les Séléka tirant sans distinction sur tout et tous, et également la population devenue incontrôlable. Ceci a affolé les civils, les chrétiens, les animistes, qui tous ont dû abandonner leurs maisons et s'enfuir, ainsi que les musulmans. Le témoin de l'accusation P2475 faisait également partie du récit de l'accusation concernant le 5 décembre. Tout comme le témoin de l'accusation 1339, il indique également avoir été présent, mais les deux récits ne coïncident pas. Et je vais vous rappeler en quelques mots comment les récits des deux témoins sont irréconciliables. Le témoin de l'accusation 1339 dit qu'il n'y avait pas de femmes pendant cette attaque, alors que le 2475 dit l'inverse.
Le témoin 2475 dit qu'il y avait beaucoup d'enfants pendant l'attaque, alors que le témoin 1339 indique qu'il n'y avait pas d'enfants dans le groupe, et ce, à aucun moment. Le 1339 dit que le groupe est resté ensemble pendant l'attaque du 5 décembre et ne s'est séparé que devant l'église fondamentale à Bangui. Le témoin 2475 dit qu'ils se sont séparés et qu'il a perdu la trace de M. Yekatom avant d'entrer dans Bangui. Le témoin P1339 dit que plus de 750 personnes ont participé à l'attaque contre le marché de Bangui. Le témoin 2475 dit qu'il y en avait moins de 50. Et plus important encore, le P1339 dit que M. Yekatom était présent au marché de Boeing lors de l'attaque, alors que le P2475 dit qu'il ne l'était pas. Le 2475 dit que la seule personne avec une arme à feu était Cœur de Lion, et le témoin P1339 a dit au départ que 611 armes à feu ont été distribuées à ces éléments qui se rendaient au marché. Le témoin P1339 dit que les commerçants musulmans étaient armés. Le 2475 dit qu'ils ne l'étaient pas. Comme vous le savez, messieurs les juges, et comme cela sera démontré plus tard, la défense a découvert tout un réseau extensif de fabrication d'éléments de preuve concernant le récit 29. Et cette fabrication ne s'est pas limitée uniquement aux enfants soldats, mais a été utilisée par le témoin de l'accusation 1339, qui est essentiel dans les arguments de l'accusation concernant l'attaque du 5 décembre et qui également a été relogé. Et l'accusation a insisté sur le fait que le témoin 1339 parlerait de la structure administrative du groupe de M. Yekatom et que M. Yekatom disposait d'un secrétaire pour maintenir et pour assurer et s'occuper des dossiers officiels du groupe, et qu'il avait donné un répertoire à l'accusation indiquant que ce répertoire avait été rédigé par quelqu'un avant le 5 décembre 2013. Et l'accusation n'a pas regardé les éléments de base. Or, ils étaient là, entre leurs mains. La photo sur le répertoire était celle d'un match de football de 2014, très connu, qui maintenant figure sur notre liste d'éléments de preuve de la défense et que vous avez maintenant à l'écran. Cette image sur le répertoire qui se trouve à droite de votre écran était si connue que même vous, Monsieur le Président, avez fait un commentaire. Donc ce répertoire ne peut avoir été rempli avant 2013. Vous avez néanmoins posé diverses questions aux témoins pour voir s'il y avait une explication plausible pour avoir donné ce répertoire à l'accusation avec une photo de 2014, même si ce répertoire était supposé avoir été rempli en 2013. Mais le témoin de l'accusation 1339 a insisté et il s'est emmêlé dans toutes sortes de contradictions, indiquant que ce répertoire avait été rempli en 2013, mais qu'il avait été mené et acheté avec l'image à Baïki. Ce qui n'est pas possible parce que même cette photo, en fait, ce répertoire ne pouvait pas avoir existé en 2013. Et on l'a retrouvé sur le marché à la fin de 2014. Mais il y a une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas prendre comme base ces éléments de preuve concernant l'attaque du 5 décembre. Et ce sont les éléments que vous entendrez dans la bouche des témoins de la défense, notamment le témoin 78 et le 6036. Le témoin de l'accusation P2475 dit avoir rallié le groupe avant le mois de juin 2013. Je ne le dirai pas en public, mais juin 2013 était un moment essentiel dans la vie de cette personne. Il dit qu'il a avoir passé 6 mois avec le groupe avant le 5 décembre. Il dit qu'il avait été kidnappé et que personne ne pouvait quitter le groupe une fois qu'il entrait dans le groupe ou il se faisait tuer. Les deux témoins de la défense, le 78 et le 6036, diront que le témoin de l'accusation 2475 se trouvait à Lobaï, où il vivait avec sa famille, avait des activités avec ses amis,
tenant de petits emplois et assistant à un événement important qui était un mariage. Si vous êtes d'accord, messieurs les juges, monsieur le président, je pourrais demander à ce que l'on fasse la pause maintenant et après la pause, je pourrais passer à la question des éléments de preuve fabriqués dans cette affaire qui implique de nombreux témoins, en commençant par le témoin de l'accusation 2475. Le juge, aucun problème, donc nous pouvons maintenant faire une pause jusqu'à 11h30.